Mon invitée écrit, elle voyage et elle va loin, très loin. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir à cette escale Agnès Clancier. Agnès Clancier, bonjour. Bonjour Jeanne. Vous dites, j'écris pour raconter des histoires aux autres, mais aussi pour parler à moi-même. Le recul de l'écriture qui parle à soi-même, c'est comment? C'est rajouter de la vie à la vie, c'est mieux se comprendre soi-même, c'est se libérer de tout ce qui nous enferme, nous paralyse, nous empêche de rêver, d'imaginer, d'agir, d'avancer. L'écriture nous révèle? L'écriture nous révèle beaucoup de choses, oui, sur nous-mêmes, oui. Même quand on n'écrit pas sur soi. Oui. Quand j'écris sur Maryse Bastier, je parle un petit peu de moi. Quand j'écris sur Elizabeth Murray, qui est née au XVIIIe siècle et a vécu au XVIIIe siècle, je parle un peu de moi, bien sûr. Vous êtes, je crois, née dans le Limousin, vous étiez petite dans le Limousin, et en même temps, vous avez éprouvé à un moment donné le besoin de partir. Ces terres lointaines, pourquoi ce besoin de partir? Aussi loin, surtout. J'ai toujours besoin de fuir, de partir. Alors, la fuite n'est pas forcément géographique. On peut fuir en écrivant un livre ou en lisant un livre. Vous avez un côté aventurier quand même. Oui, je ne supporte pas la routine, je ne supporte pas les habitudes. Je m'ennuie très vite. Oui. Et j'ai très souvent, par exemple, changé de métier ou de lieu d'exercice professionnel parce que au bout de quelques années, je m'ennuie et quand je n'apprends plus, je m'ennuie et quand je m'ennuie, je m'en vais. Et c'est un peu... Dans les livres, c'est un peu pareil. À chaque fois, j'explore de nouveaux univers. Quand j'ai écrit sur Maryse Bastier, je me suis passionnée pour l'aviation des années 30. Vraiment, il y a eu un moment de ma vie où je savais tout sur l'aviation des années 30. J'aurais pu construire un caudron G3 moi-même de mes propres mains si j'avais voulu. Quand j'écris sur le XVIIIe siècle, je lis tout ce que je peux, qui a été écrit à la même époque, sur le même sujet, pour m'imprégner, pour ne pas faire d'anachronisme, pour être sûr de raisonner, de penser comme pour être sûr, pour essayer d'approcher la mentalité de l'époque. Vous êtes fascinée par ces femmes qui sont un peu comme Maryse Bastier, etc. Oui, alors je suis fascinée par les femmes qui ont réussi des choses extraordinaires à des époques où c'était totalement impossible. Oui, oui, oui. Quand on voit, enfin, même aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont plus difficiles pour une femme, même encore aujourd'hui. Mais alors dans les années 30 et dans les siècles passés, c'était encore pire, bien sûr. Et oui, je suis fascinée par celles qui arrivent à changer leur destin. Qui changent leur destin et qui ne tiennent pas compte des contraintes qu'on leur impose. Alors ça me fascine. J'ai beaucoup d'admiration. Maryse Bastier, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Quand elle est entrée dans la résistance, elle avait plus de 40 ans. C'est pas la même chose que de risquer sa vie à 18 ans, parce que tout le monde risque sa vie à 18 ans. Enfin, oui. Mais elle avait plus de 40 ans et elle risquait sa vie tous les jours. Et en plus avec panache, voire totale inconscience. Enfin, ce qui lui a sauvé la vie, en fait, c'était qu'elle était une héroïne connue dans le monde entier. Et pour les Allemands aussi, c'était une héroïne parce que l'un de ses principaux records, elle l'a battu sur un avion allemand. Oui. Et à l'époque, les records, il y avait un enjeu industriel et en termes de prestige du pays qui était très important. Donc pour les Allemands, c'était important qu'elle ait battu ce record sur un avion, un de leurs avions. Et donc elle était admirée partout dans le monde, y compris en Allemagne. Et je pense que c'est ce qui explique que quand la Gestapo a fini par l'arrêter, parce que quand même, elle en faisait trop, quoi. Oui. Elle était un peu trop bravache et pas du tout discrète. Donc ils étaient quand même obligés de l'arrêter. Mais je pense qu'elle a été relativement bien traitée. Elle n'a pas été torturée, contrairement à beaucoup de ses camarades. Et elle a fini par être libérée parce que c'était une héroïne dans le monde entier. On dirait une star aujourd'hui. On ne disait pas ça à l'époque, mais c'était vraiment une héroïne, déjà. Vous écrivez quelque chose de très beau. Vous dites « Elle s'efforce de vider son esprit ». Ça, c'est quand elle a été arrêtée. D'oublier ce qu'elle sait, tout sauf l'enfance, la jeunesse, l'amour, ce qui la rend invulnérable. Ça veut dire qu'entre deux infinis, parce qu'elle avait quand même habité le ciel et après elle était dans une cellule, ça la rendait invulnérable.
Oui, ce qui la rend invulnérable, c'est sa force intérieure, en fait. Oui. Et donc, elle se raccroche à ses souvenirs d'enfance. Elle aussi était orpheline. Elle se raccroche à tout ce qu'elle a vécu, ses amours, et ça lui suffit pour supporter. Parce que je me suis demandé comment quelqu'un comme ça pouvait supporter d'être enfermé. Oui. Comment elle avait pu survivre à ça, vivre ce moment-là. Et pour moi, c'était le moment le plus fort de sa vie. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé mon livre par son arrestation. Oui, c'est un très beau livre d'ailleurs. Merci. Vous avez été orpheline aussi. Vous-même, vous étiez orpheline à 12 ans, je crois. Oui, 12 ans. J'ai pas beaucoup de bons souvenirs de Oui. mon enfance, Oui. ni de mon adolescence. En même temps, est-ce que j'aurais fait ce que j'ai fait? Est-ce que j'aurais eu la Ça vie que forge j'ai eue peut-être, oui. si j'avais pas vécu tout ça? Oui. Oui. Et je suis quand même heureuse de ma vie, enfin en tout cas à partir de l'âge de 25 ans. J'ai eu le sentiment de pouvoir recommencer, enfin de repartir à zéro. Je me souviens, à 25 ans, j'étais à Bastia. J'avais l'opportunité de passer là-bas 1 an et demi dans une école de formation, après avoir travaillé plusieurs années à Paris. Et je me revois sous le soleil de la place Saint-Nicolas me dire ma vie recommence, ça repart à zéro, allez, on n'oublie pas, mais à partir de maintenant, ça va être bien. Voilà. Et à partir de ce moment-là, effectivement, ça a été très, très, très bien. Tant mieux, tant mieux. Alors, il y a eu un autre livre aussi, parce que vous avez une héroïne, Elisabeth Murray, qu'on suit dans vos livres, dans Port Jackson, aux éditions Gallimard. C'est une jeune fille qui avait été arrêtée parce qu'elle avait volé un drap, et elle avait été bannie, je crois. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, la naissance de ce livre, donc, quand j'avais une quarantaine d'années, je m'ennuyais où j'étais. Je venais d'adopter ma fille qui avait 4 ans à l'époque. Et puis, ça faisait plusieurs années que je faisais le même travail et je me suis dit, est-ce que je vais passer les 20 prochaines années à faire la même chose? Ça m'est apparu inconcevable, insupportable. Donc, j'ai demandé un poste à l'étranger. Et on m'a envoyé en Australie, pays dont je ne savais mais absolument rien. Oui. Mais rien. Je savais juste que c'était de l'autre côté de la Terre, mais c'est tout. Bon, comme je n'avais pas le choix, Oui. j'y suis allée. Et en arrivant là-bas, d'abord j'ai été frappée par la modernité de ce pays qui à l'époque était, par rapport à la France, était très en avance sur beaucoup de sujets. Par exemple, c'était le début des années 2000, Oui, hein, oui. donc sur le plan, par exemple, en ce qui concerne le numérique, ils étaient mais très très en avance sur Oui, nous, au point oui, que oui. vraiment la France me paraissait totalement démodée, archaïque par rapport à ce que je trouvais là-bas. Et puis c'est les gratte-ciels de la City, enfin bon. On a l'impression d'être à New York. Et je me disais, mais comment ont-ils fait ça en 200 ans? Parce qu'à l'époque, Oui, bien sûr. le pays avait un peu plus de 200 ans. Oui, oui. Mais c'est rien, 200 ans, c'est quelques générations. Oui, bien sûr. Vraiment, ça m'impressionnait beaucoup. Et j'ai voulu comprendre l'histoire de ce pays. Et donc, j'ai commencé à lire ce qu'avaient écrit ceux qui faisaient partie de la première flotte. Ces premiers bateaux qui sont arrivés là-bas à la fin du XVIIIe siècle pour installer une colonie pénitentiaire. Et j'ai lu, tout ce qu'avaient lu les officiers, les soldats, tout ce qu'avaient écrit, les officiers, les soldats et les prisonniers. Il y avait quelques prisonniers qui savaient écrire, qui écrivaient des lettres pour les autres d'ailleurs. Et les officiers faisaient beaucoup de rapports à Londres, ce qui fait qu'on sait à la minute près tout ce qui s'est passé. Oui. Et c'est passionnant, en plus pour quelqu'un qui écrit. C'est une mine. C'est une mine et c'est passionnant parce que j'avais le point de vue de plusieurs personnes sur le même événement. Oui. Et donc, quand ils décrivent un événement de la colonie, qui peut être un événement anecdotique, mais ils le décrivent chacun avec leur point de vue et comme certains se haïssent ou n'ont pas du tout la même façon de voir les choses. Vraiment, c'est passionnant pour un auteur. Et après avoir lu tout ce qu'avaient écrit les membres de la première flotte, je me suis dit, mais il y avait 200 femmes. Donc la première flotte, c'est 1000 personnes sur 11 bateaux qui ont mis 8 mois pour traverser la planète et arriver là-bas. Et parmi sur ces 11 bateaux, il y avait 200 femmes qui étaient pour la plupart des prisonnières, mais pas seulement. Il y avait des femmes de soldats, quelques femmes de soldats.
Et je me suis dit, mais je ne lisais rien qui avait été écrit par elle. Oui, oui. Et je me suis dit, mais comment elles ont vécu ça? J'avais le point de vue de différentes personnes, Oui. mais pas celui d'une femme. Et je me suis dit que j'allais me mettre à la place d'une de ces prisonnières. Donc j'ai créé un personnage fictif, mais qui est très représentatif de la majorité d'entre elles, disons. Et j'ai raconté la même histoire, mais de son point de vue à elle. Et c'est comme ça qu'est née Elizabeth Murray, Oui. qui ne m'a pas quittée depuis, Oui. parce que c'est une femme On extraordinaire, la évidemment. retrouve d'ailleurs dans le dernier livre. Oui, voilà. Et donc j'ai écrit Port Jackson, qui raconte l'arrivée de cette première flotte, le voyage et puis les premières années de la colonie. Et c'est seulement après avoir fini le livre et avoir quitté l'Australie que je me suis aperçue que j'étais restée 3 ans là-bas et que j'avais décrit les 3 premières années de la colonie. C'est fou. Oui, et quand je suis revenue, alors ça paraît... J'ai des amis qui ne me croient pas quand je leur dis ça, mais pourtant c'est totalement vrai. Quand je suis revenue, j'avais vraiment l'impression d'avoir vécu 2 fois là-bas. Une fois de 2003 à 2006 et une fois de 1788 Oui. à 1790. Oui. Je passais mes journées dans La recherche dans la ville moderne de Oui. Sydney, mais je passais mes nuits à lire ces rapports, ces lettres, Oui. ces Vous avez vécu et 2 à vies en écrire. même temps. Oui, Voilà. j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu 2 vies en même temps. Et alors, avec le temps, bien sûr, ça s'est un peu estompé parce que je retourne régulièrement en Australie et je ne peux pas retourner dans celle du XVIIIe siècle, enfin, sauf quand j'écris un nouveau livre. Mais oui, j'ai eu cette sensation très, très, très vive d'avoir vécu 2 fois. Oui. Vous avez écrit sur le Burkina Faso aussi. Oui, oui, c'est vrai que je n'écris pas gratuitement, j'allais dire. Quand j'ai écrit Port Jackson, je voulais vraiment raconter la colonie du point de vue d'une femme, parce que je trouvais que ça manquait ça manquait. Oui. Quand j'ai écrit mon livre sur Maryse Bastier, je voulais lui rendre justice parce que à l'époque où mon livre est sorti en 2007, vraiment, elle me paraissait totalement oubliée. Alors elle a donné son nom à des quantités de rues et d'établissements scolaires, mais très peu de gens se souvenaient de ce qu'elle avait fait. Oui. Et quand j'ai écrit un livre qui se passe au Burkina, je voulais parler du Burkina Faso. C'est le corps de Sankara. Oui, le corps de Sankara, oui. J'ai vécu 4 ans au Burkina Faso, après l'Australie. De la même manière, c'est pas un pays que j'ai choisi du tout. Oui. J'avais besoin de repartir. Et c'est le seul poste que l'on m'a proposé parce que personne ne voulait y aller. Et c'est amusant parce que... Qu'est-ce que vous faisiez? Alors au Burkina Faso, je m'occupais de l'aide au développement oui. À un niveau régional. Tout ce qui aidait l'intégration régionale de la région. Évidemment, vu d'aujourd'hui, ça paraît assez pitoyable, mais on essayait d'aider les différents pays de la région à s'intégrer sur le plan économique, ce qui était considéré comme une source de développement pour eux, et puis voilà, c'était ça. Alors Sankara voulait libérer son peuple, et il a été abattu. Mais son corps vit encore dans la mémoire des Burkinabés. Oui, j'étais assez fascinée par le destin de cet homme et sa liberté, ce qu'il a essayé de faire. Il n'a pas fait que des choses positives et extraordinaires, mais en 4 ans, il a quand même fait énormément pour son pays. Et s'il était resté plus longtemps, je pense que le Burkina aurait eu un autre destin. Aurait eu un destin tellement différent de celui que malheureusement il a aujourd'hui. Oui. Vous êtes quelqu'un qui cherchez beaucoup, vous vous documentez avant d'écrire. Et à un moment, vous dites il faut lâcher tout ce qui est documentation pour retrouver sa propre voix. Oui. Oui, j'aime me documenter parce que j'aime apprendre. Oui. C'est vraiment par goût que je le fais. C'est pas. Mais c'est vrai que l'écriture aussi a besoin de distance et l'imagination peut se trouver bridée par la documentation si on. Oui. On peut s'y enfermer aussi dans la documentation. Ça peut être un petit peu dangereux. Et je pense que c'est pas pour rien que j'ai mis 17 ans à libérer Elizabeth Murray. Oui. Parce qu'à la fin de Port Jackson... J'ai eu de la chance que vous l'ayez libérée. Oui, elle a eu de la chance, elle a de la chance, oui. Parce qu'à la fin de Port Jackson, je ne sais pas si elle va s'évader. Moi-même, je n'en sais rien. Oui. Elle en rêve, mais tous les prisonniers rêvent de s'évader. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire, qu'ils vont en être capables, qu'ils vont réussir, etc. Donc je n'en avais moi-même aucune idée. Et 17 ans plus tard, j'ai écrit dans Le rêve de l'arbre creux. Et le mot rêve a un sens, a une importance
Mais si j'ai pu écrire Dans le rêve de l'arbre creux, c'est aussi parce qu'entre les deux livres, j'en ai écrit un autre qui s'appelle Outback Distill, Oui. qui est un recueil de poèmes. C'est un recueil de poèmes qui rend hommage à la culture des aborigènes Oui. et à leur histoire. Parce que quand j'ai écrit Port Jackson, en écrivant, donc je me mettais à la place de cette femme et je voulais donner le point de vue d'une femme. Mais en écrivant, je me suis dit, mais ces indigènes dont les Anglais s'étonnent et au début ça se passait bien entre les deux peuples, hein, parce qu'ils Oui. n'ont pas compris tout de suite, ni les uns ni les autres, que leur mode de vie était incompatible. Bien sûr. Et le premier gouverneur était quelqu'un d'assez humaniste, donc au début ça se passait pas trop mal. Et les Anglais étaient étonnés de leur indifférence, par exemple. Je pense que les indigènes, ayant vu Cook venir 17 ans plus tôt, puis repartir, ils pensaient probablement que ces Blancs-là allaient eux aussi repartir. Donc, j'imagine que c'était une des raisons de leur indifférence. Mais en tout cas, cette question, je me la suis posée. Qu'est-ce qu'ils pensaient, eux? Comment est-ce qu'ils voyaient les choses? Et j'avais inséré dans Port Jackson des poèmes entre les différents chapitres qui représentaient la voix des aborigènes. Puis mon éditeur trouvait que c'était mieux de les enlever, que ça cassait le récit. Enfin, bon. Et donc je me suis dit, je vais faire un livre à part qui sera le pendant. Moi, j'ai mis 10 ans à l'écrire, et puis je l'ai complété avec des textes sur leur culture et ce qu'elle nous apporte aujourd'hui, et sur leur place dans le monde d'aujourd'hui. Donc voilà, ça... Mais je pense que si je n'avais pas écrit ce recueil, si je n'avais pas vécu avec eux à travers la poésie pendant toutes ces années, j'aurais pas été capable d'écrire Dans le rêve de l'arbre creux. Parce que quand même, mon héroïne, elle s'évade, mais elle quitte tout. Elle quitte son passé, sa culture, et elle va dans un... Elle se dirige vers des territoires où aucun Européen n'a jamais mis le pied. Donc c'est vraiment un saut dans le vide. Et elle sait que sa seule opportunité de survie, c'est de trouver des indigènes qui ne la tuent pas et qui acceptent qu'elle vive avec eux quelque temps. Elle pense que c'est possible parce qu'à cette époque-là, les relations entre les aborigènes et les colons étaient encore relativement bonnes. Et elle avait elle-même sympathisé avec quelques Éoras qui vivaient autour de la colonie. Donc c'était pas totalement absurde de sa part d'espérer cela. Évidemment, elle risquait d'être tuée, mais en même temps, tout le monde était en train de mourir autour d'elle. Donc elle a pris le risque, bien sûr. Voilà, elle a pris le risque. Mais je savais que je ne pourrais pas décrire la vie d'une tribu. J'aurais pas pu le faire juste après Port Jackson. Il a fallu que je m'imprègne pendant longtemps de cette culture qui est tellement différente de la nôtre et que je n'ai pu approcher que par la forme poétique. Oui. Je n'ai pas pu écrire en prose. Il fallait que j'écrive de la poésie pour approcher cette culture. Dans ce livre, il y a quelque chose qui m'avait beaucoup frappée. C'est tout ce temps où elle a vécu avec les aborigènes. Et quelque part, elle avait du mal à repartir, parce qu'il a bien fallu qu'elle reparte. Elle était même tombée amoureuse. C'est un très beau livre. Et en même temps, cette histoire de déposer son récit. Est-ce qu'il faut déposer son récit quelque part ? Elle a la chance d'avoir un lieu où elle peut le déposer. C'est cet arbre creux qu'elle choisit. Et son récit, le mot rêve pour les aborigènes désigne beaucoup de choses, mais surtout des récits. Le temps du rêve, pour eux, c'est leur explication du monde. C'est ce qui explique la création du monde. C'est ce qu'ils appellent le temps des ancêtres. C'est là où les premiers récits se sont constitués, qui expliquent comment le monde a été créé. Oui. Ces récits s'enrichissent constamment, puisque les peuples continuent à vivre, à avoir des expériences, et donc à faire des découvertes, augmentent leurs connaissances. Et donc ils mettent tout ce savoir, dans de nouveaux récits qui circulent, que les tribus, les clans s'échangent. Et le jour où ce vieil homme dans la tribu dit à Elizabeth Murray, tu dois partir parce que nos deux peuples ne peuvent pas vivre ensemble. Oui. Ils comprennent ça, bien qu'ils soient isolés dans le nord de l'Australie. Tu dois partir, mais tu as le droit d'écrire ton récit et de le laisser ici chez nous. Ce qui est une preuve d'amour et d'acceptation de l'autre et de liens indéfectibles, incroyables. Et donc, elle cherche qu'est-ce qu'elle va mettre dans son récit. Et alors qu'au début du livre, dans son esprit, il n'y a que les mauvais souvenirs, la souffrance, ce qui l'a fait fuir
en fait, toutes ces douleurs physiques, morales, enfin tout ce qu'elle a vécu et auquel elle a survécu. Après plusieurs années avec eux, ce qui lui vient dans son récit, c'est tous les bons souvenirs, tous les gens qu'elle a aimés, quelques mauvais, mais d'une manière apaisée, Oui, qu'elle a digéré, voilà. Et donc elle met dans son récit une partie de sa vie, ce qu'elle juge bon d'y mettre. On n'y met jamais tout, bien sûr. bien sûr. Il y a une image très belle, c'est quand elle part et que l'homme qu'elle a aimé, elle lui dit au revoir. Et les ombres restent attachées bien après le départ, parce que le soleil fait que les ombres sont là, l'une attachée à l'autre. Et c'est très émouvant de voir qu'on est déjà parti et qu'il y a quelque chose qui rattache. Oui, c'est symbolique. D'abord, c'est le symbole des éléments qui dialoguent avec eux, de leur lien à la terre, au soleil, voilà, aux éléments. Et puis c'est cette ombre qui ne se détache pas, qui reste entre eux, qui s'étire, qui s'étire, qui s'étire. C'est le symbole du fait qu'ils sont ensemble pour toujours, en fait. Oui, et ils se quittent pour toujours, voilà. Ils se quittent pour toujours et ils sont ensemble pour toujours aussi. Alors, j'arrive à un livre extraordinaire parce que pour moi, c'est un album de famille et un livret de famille. C'est le livre de Karina Sokolova. Karina Sokolova, c'est la petite fille que vous aviez adoptée, qui est une jeune fille maintenant, presque, une adolescente. Une jeune femme. Oh, une jeune non, femme. 26 ans. 26 ans. Donc c'était bien avant la guerre en Ukraine, elle est ukrainienne. Racontez-nous, Karina Sokolova. Comment vous est venue le livre ou le... Déjà, parce que dans le livre, vous dites que cette petite fille avait été... je crois que c'est une policière qui l'avait trouvée. Oui, une policière l'a trouvée dans la rue alors qu'elle venait de naître et qu'elle avait été mise là, pas pour qu'on la retrouve. Bien vous sûr. Voyez. Et cette policière l'a emmenée à l'hôpital. Elle était en train de mourir, hein, cet enfant. Et c'est la policière qui lui a donné son nom parce qu'à l'hôpital, il a fallu l'enregistrer. Et donc, elle l'a appelée Karina Sokolova parce que c'est un prénom et un nom très courant en Ukraine. L'adoption, c'est comment? Comment c'est venu? C'était un de mes rêves d'adolescence. J'avais des rêves très flous à l'adolescence, vraiment très flous parce que, pour des tas de raisons. Mais je rêvais que je lisais, que j'écrivais et que j'adoptais des enfants. Voilà, c'était à peu près tout. Vous avez tout réalisé? J'ai tout réalisé, même au-delà. Et donc, un jour, je me suis dit, c'est le moment. Oui. Pourquoi pas maintenant? Et donc j'ai essayé. Alors c'est très compliqué, hein. Ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais je ne crois pas au destin, je ne crois pas en grand-chose d'ailleurs, mais au moment où j'ai commencé, où j'ai fait le premier acte pour enclencher l'adoption, il faut d'abord obtenir un agrément, etc. Bien sûr. Et donc il a fallu que j'écrive une lettre à un moment donné. Et le jour où j'ai écrit cette lettre, c'est le même mois que ma fille est née là-bas, dans cette rue. Enfin, c'est incroyable. Qu'elle a été trouvée. Oui. Donc je l'ai adoptée 3 ans plus tard, parce qu'après l'hôpital, elle est allée dans un orphelinat. Oui. Où je l'ai adoptée 3 ans plus tard. Oui. Et le livre, Karina Sokolova, c'est comme un album de photos. Un livret de famille, je trouve aussi. Oui, on prend ses enfants en photo, on fait des albums, on fait des vidéos, et puis quand on écrit, on écrit des scènes, des moments de vie. C'était pour nous, pour qu'elle ait quelque chose, pour remplir un peu ce vide immense. Vous voyez, une pierre qui ferait office de fondation quand on n'a pas de fondation, enfin, et que sous vos pieds, il n'y a rien, vous voyez. Donc je voulais qu'il n'y ait pas rien, qu'il y ait au moins ce livre-là. Et ça a très bien fonctionné. Vraiment, ce livre est très important pour elle et il lui a fait énormément de bien, même si évidemment elle ne l'a pas lu en entier. Je sais que c'est une jeune femme très joyeuse, très gaie. Elle est très joyeuse, oui. Et très gaie, enfin, c'est une... Et j'aime bien les questions du début. Pourquoi tu m'as adoptée? Oui. Et vous lui dites, parce que tu n'avais pas de maman. Et moi, j'avais pas de petite fille, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. C'est simple, voilà, c'est simple. Voilà. Pourquoi aller chercher Et sans pour autant, vous avez quand même parlé bien sûr, des questions, de difficultés d'une adoption, après. C'est-à-dire cette confrontation des identités. Oui, alors c'est un livre très, comment dire, positif. Oui, et bien sûr. J'ai pas du tout voulu m'appesantir sur toutes les difficultés, mais je n'ai pas voulu non plus les effacer totalement, parce que sinon ça aurait été un terrible mensonge.
Et puis il y a une façon de voir les choses, de les montrer, de les raconter. Donc oui, j'évoque aussi il y a quelques clés de compréhension dans le livre qui permettent de... Mais oui, c'est un livre qui vous touche. C'est votre album de famille et votre histoire à toutes les deux. C'est peut-être notre arbre creux, vous voyez. Oui. C'est notre rêve de l'arbre creux, je dirais. Oui. C'est notre récit, c'est le récit qu'on a mis dans notre arbre creux, ce livre. J'aime beaucoup d'ailleurs aussi le dessin qu'il y a en première de couverture, qui a été fait par Sandrine Duvillier, je crois. Oui. Très beau, comme un pointillisme. Oui, oui, qui rappelle les toiles aborigènes. Oui. Voilà. Oui. Vous dites aussi, je reviens à Paul Jackson, à échéance de votre vie, un lieu au-delà des mers. Est-ce qu'il faut qu'on ait à échéance de notre vie un lieu au-delà des mers? Quelle est votre clairière à vous, Agnès Eh bien, justement, je ne le sais pas. Est-ce qu'on doit en avoir une? Je ne suis pas sûre. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un livre en cours? Il y a toujours un livre en cours. J'en ai plusieurs dans la tête et j'en ai toujours un en cours. Parce que je ne suis pas bien si je n'ai pas un livre en cours. C'est comme une sorte de pilier, vous voyez, une sorte de squelette. J'ai besoin d'avoir un livre en cours. Même si je n'y travaille pas forcément tous les jours, c'est pas la question. Mais même quand je n'y travaille pas, on y pense tout le temps. L'écriture la vie est imprégnée de l'écriture, imprégnée. C'est pour ça d'ailleurs que quand j'ai eu l'idée du rêve de l'arbre creux, j'étais en vacances en Thaïlande avec ma fille, je ne pensais pas à Port Jackson du tout, j'avais aucune raison d'y penser. Mais brusquement, parce que les livres naissent un peu tout seuls, on n'en est pas conscient. On n'est pas toujours conscient de ce qu'on a en soi et de ce qu'on veut faire. Est-ce que vous chantez? Il y a une chanson. Alors, je vous assure qu'il vaut mieux pas. Non. Quelle chanson vous habite ou bien vous avez comme ça quand vous partez, je dirais? Le mot chanson, un homme passe sous la fenêtre et chante, ce poème d'Aragon. Oui. C'est à cela que je pense. Nous avions tout pour être libres, nous avions tout pour être heureux. Le temps qui passe, avec sa corde fait des nœuds. Qui donc a tué l'oiseau bleu? On a tiré bien peu de sa jeunesse. On a tiré de sa jeunesse tout ce qu'on peut et c'est bien peu. Voilà, je ne me souviens que du refrain, j'ai pas la mémoire pour les poésies, mais ce refrain, c'est beau. On a tiré de sa jeunesse tout ce qu'on peut et c'est bien peu. C'est amusant parce que ce texte, je suis tombée dessus à l'oral de français à 17 ans. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce texte à 17 ans? À 17 ans. Alors qu'on le comprend tellement bien, beaucoup plus tard. Sinon, moi ce que je préfère par-dessus tout, c'est le silence. Pour moi, la plus belle des musiques, c'est le silence. Et le plus grand des luxes. Avec le temps. Bien sûr. Si on doit dire, Agnès Clancier, en quelques mots, partir, écrire, silence, et partir à la recherche de... De quoi? De quoi? Mais si je le savais, je pourrais rester immobile. Donc c'était l'Escale de Jeanne avec Agnès Clancier. Nous avons eu la chance d'être reçus au café-restaurant Les Éditeurs, que nous remercions infiniment. La musique du début était la musique d'ambiance du restaurant et nous finirons avec Alain Waro à la guitare, musique Jean-Sébastien Bach.